Dans le débat consacré à la puissance de la Chine qui fête les 80 ans de la victoire sur le Japon, à Pékin, sur la place Tiananmen, dans ce défilé militaire, vous voyez les images, un très grand défilé militaire, et dans les tribunes, Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Aucun pays occidental n'est présent et Donald Trump a réagi sur X en évoquant une conspiration contre les États-Unis. Alors ce défilé militaire est-il un défi lancé à l'Occident et plus particulièrement aux États-Unis? Quelle est la réalité de cette puissance chinoise, militaire, économique et technologique? La Chine va-t-elle dépasser les États-Unis? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Golub. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bienvenue à vous. En face de vous, David Bavrez. Bonsoir. Bonsoir. Investisseur basé à Hong Kong, auteur de Bienvenue en économie de guerre, et c'est aux éditions Novice. Vous êtes en général à Hong Kong, donc bienvenue à Paris sur le plateau de France 24. Valérie Niquet est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes maître de recherche, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, autrice de l'Indo-Pacifique, nouveau centre du monde, et c'est aux éditions Talendier. Nous avons par Teams l'amiral Jean-Louis Vichot ce soir qui participe au débat, ancien commandant des forces marines françaises dans le Pacifique, co-auteur du livre Amiral, l'abécédaire des forces sous-marines, et ça c'est aux éditions de Koopman. Avant de démarrer ce débat, on va d'abord revoir cette image un peu historique, celle de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Et on va écouter Xi Jinping. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément. Le peuple chinois ne craint pas la violence. C'est un peuple autonome et fort. Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation, entre une coopération gagnant-gagnant et un jeu à somme nulle. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine. Valérie Niquet, c'est impressionnant, hein, ces images. Non, ça ne vous impressionne pas? Enfin, c'est vrai qu'on y est tellement habitué. Oui. Enfin, je veux dire, il y a une succession de slogans quand on suit l'actualité chinoise. C'est des bouts de phrases comme ça qui sont assemblés et qu'on lit dans tous les communiqués publiés officiellement en Chine. Donc rien de nouveau sous le soleil. D'ailleurs, à chaque grand défilé qui ont lieu à peu près tous les 10 ans, tous ces thèmes être du bon côté de l'histoire, et même qu'on retrouve déjà avant même la fondation de la République populaire de Chine, c'est un vocabulaire qui est très très codé. Là, évidemment, le Parti communiste et Xi Jinping sont du bon côté de l'histoire. Évidemment, ils sont contre les fauteurs de troubles et ceux qui sont pour les organisations héritées de la guerre froide, donc les États-Unis. Ils sont pour le bonheur de l'humanité. Enfin voilà, on est dans un spectacle auquel on est très habitué. Alors là, mais là, avec les deux autres, avec Poutine et Kim Jong-un, il y a une différence. Ils sont quand même à peu près sur le même bord, donc ça n'a rien de très étonnant. Et les trois, d'ailleurs, ont intérêt à mettre en avant, à mettre en scène cette union, cette amitié, quel que soit d'ailleurs, comme on dit en Chine, derrière les paravents, ce qui se passe réellement. Par exemple, je ne suis pas sûre que les Chinois soient très heureux d'avoir vu la Corée du Nord se rapprocher beaucoup de la Russie, que la Russie ait des entretiens très étroits avec Trump il y a quelques semaines. La Russie n'est peut-être pas très contente de voir la Chine essayer de dominer l'ensemble de la région. Donc tout ça fait qu'on est dans un théâtre très utile pour eux face à l'Occident, effectivement, et Trump leur a offert sur un plateau de bonnes occasions. La réalité derrière, elle est très, encore une fois, convenue. David Bavrez, c'est un défi, justement, lancé à l'Occident? Non, je crois pas. Le premier message, en fait, il n'est pas pour nous, mais il est pour la population chinoise. Puisque la Chine est rentrée en économie de guerre depuis 2022. Sur le plan économique, la population est extrêmement pressurisée par le gouvernement et tout le message, c'est de dire « Ok, la vie n'est pas terrible, mais il y a une raison, c'est qu'on est en train de gagner. » Donc, et ça flatte quoi, un patriotisme, exactement, un nationalisme chinois? Exactement, ça fait partie de votre propagande de guerre, c'est blood, sweat and tears, on rigole pas actuellement, mais en réalité, on va vous montrer que tous les jours, on gagne face à l'Occident, à commencer par les États-Unis. Philippe Golub, Trump a réagi sur X. Lui, il évoque une conspiration contre les États-Unis. On attendait sa réaction parce que hier, elle n'est pas venue, elle est arrivée aujourd'hui. Aucune puissance occidentale, bien sûr, n'était présente. Donc lui, il utilise le terme de conspiration.
C'est étonnant? Non. Trump est en grande partie lui-même responsable de cette nouvelle configuration, de reconfiguration internationale. Make America Great Again, on pourrait dire en réalité que Trump, dans son action, par ses politiques, les politiques qui sont menées, il est en train de mener une politique qui fera que Make China Great Again, rendre la Chine grande à nouveau. Pour les États-Unis, Trump représente le dernier avatar d'une réflexion et de façon plus incohérente que ses prédécesseurs, que Biden ou que Barack Obama. Les États-Unis, depuis le milieu des années 2010, ont cherché à recentrer leur politique internationale, à sortir du Moyen-Orient ou à du moins se désengager partiellement du Moyen-Orient, de l'Europe et d'autres régions du monde pour se concentrer sur l'Asie-Pacifique. C'était le pivot de Barack Obama. Et la Chine représente la République populaire de Chine représente aujourd'hui au sein des élites de politique étrangère, élites entre guillemets, de politique étrangère de sécurité américaine, le défi principal pour les États-Unis, car la Chine est devenue effectivement la deuxième superpuissance. On est de fait dans une situation émergente de bipolarité, et ça représente pour les États-Unis une question de choix importante sur comment gérer l'ordre mondial. Oui. Et ce défilé militaire, alors est-il une vitrine de la puissance chinoise? Est-il impressionnant? Je vais vous poser la question, bien sûr, amiral, mais avant, je voudrais qu'on fasse un point en images avec Loïc Chalavon et Hélène Gansford. La Chine montre les muscles. Le défilé organisé par Xi Jinping donne un aperçu de l'arsenal militaire du pays. Selon Pékin, toutes les technologies présentées sont produites en Chine et utilisées dans le cadre de missions opérationnelles. Il s'agit sans aucun doute de systèmes d'armement majeurs qui sont à la pointe de la technologie militaire mondiale. 4 nouveaux missiles antinavires figurent parmi les équipements présentés. Les YJ-15, 17, 19 et 20. YJ, c'est l'abréviation de Hengji, attaque de l'aigle en chinois. Des armes qui pourraient être utilisées contre les porte-avions américains dans la région. Des missiles antibalistiques ont également été présentés comme le HQ-29. Selon les experts militaires, il a été conçu pour intercepter des missiles hors de l'atmosphère ou frapper des satellites en orbite basse. D'autres technologies de pointe ont été dévoilées, comme le laser LY-1 qui peut désactiver ou brûler les composants électroniques, et des drones d'un genre particulier qui peuvent accompagner les avions de chasse et remplir des missions de reconnaissance ou de frappe. Sans oublier les loups, ces robots armés à 4 pattes. La Chine investit aussi dans des équipements militaires sous-marins, avec des drones sans pilote extra larges en forme de torpille qui mesurent entre 18 et 20 mètres de long. Enfin, Pékin a présenté son nouveau missile intercontinental DF-5C. Selon les médias chinois, il serait capable de transporter plusieurs têtes nucléaires et de frapper à n'importe quel point du globe terrestre. Alors, amiral Vichot, est-ce que ce défilé est impressionnant d'un point de vue militaire par rapport à celui d'il y a 10 ans, par exemple? Incontestablement, il est impressionnant. Et la Chine, aujourd'hui, est la seconde puissance militaire au monde en termes de capacité, en particulier par la masse qu'elle représente dans tous les domaines. Donc, je pense que c'est effectivement quelqu'un avec désormais les Américains sont à parité, ou presque à parité. Presque à parité, vous dites? Et sur la marine chinoise, les capacités de construction des navires militaires chinois est 200 fois plus importante que celle des États-Unis, selon la BBC. Vous confirmez un tel chiffre? Oui, alors je n'ai pas acquis exactement aux sources de chiffres, mais l'ordre de grandeur ne me semble pas totalement aberrant, puisque aujourd'hui, en fait, la Chine construit pratiquement l'immense majorité des bateaux mondiaux, aussi bien des navires de commerce que des navires militaires. Donc, c'est un effort considérable. Vous parliez tout à l'heure d'économie de guerre, c'est exact. En tout cas, l'effort qu'ils font sur leur marine de guerre est absolument colossal. C'est le major de la marine française qui disait, il n'y a pas longtemps, les Chinois, tous les 3 ans, construisent l'équivalent de la marine nationale en tonnage. Donc, vous voyez, c'était considérable. Leur chaîne de construction de porte-avions
Actuellement, ils ont 3 porte-avions en service qui sont en train de terminer leurs essais et il y en a encore 2 sur la chaîne de construction. On est sur des chiffres qui sont sans commune mesure au niveau des cadences de production par rapport à ce que fait le monde occidental et même les Américains. David Bavrez, les 7 des 10 plus grands ports mondiaux sont en Chine. Elle rattrape donc là, l'amiral parlait ils sont quasiment ex-aequo avec les États-Unis sur le côté militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis le 20e congrès du Parti communiste chinois qu'on s'est retrouvé avec une accélération. Les 300 milliards de dépenses militaires sont accompagnés de 1000 milliards aux États-Unis, mais quand on a juste des parités de pouvoir d'achat, les budgets sont à peu près similaires. Ce qui est très différent, c'est, je ne suis pas du tout un expert militaire, mais c'est la gouvernance. C'est que le président Xi, surtout depuis 2022, a accéléré les purges de l'état-major de l'armée et qu'il y a incontestablement... C'est une armée qui n'a pas mené une guerre depuis 1979. Ils sont allés au Vietnam, ils ont perdu en 3 semaines. Et donc, c'est ça la faiblesse de l'armée chinoise. C'est pas ce défilé, ils peuvent certainement vous en faire encore un 10 fois plus grand. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que cette armée a aujourd'hui, sur le plan humain, le commandement pour mener une guerre, ce qu'ils n'ont pas fait depuis maintenant plusieurs décennies. C'est ça le vrai sujet. Vous pouvez répondre, Amiral Vichot? Oui, je pense que je disais que ce n'est pas tout à fait exact, si je peux me permettre, puisqu'en fait, les Chinois ont fort habilement utilisé l'ONU, les Nations Unies, pour engager leurs soldats dans les opérations de casque bleu, avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur, mais surtout pour leur donner une expérience militaire. On retrouve là dans le domaine de des pratiques qu'ils ont utilisées également dans le domaine naval. Que dans le domaine naval, pendant très longtemps, on considérait que la marine chinoise n'était pas extrêmement performante parce qu'elle avait peu pratiqué. En fait, on s'est rendu compte que la plupart des officiers de marine de la marine nationale chinoise sont des anciens de la marine de commerce. Enfin, il y a des passerelles constantes entre les deux marines. Et par conséquent, non seulement les marins chinois ont navigué, mais ils ont souvent navigué loin et longtemps, souvent sur des bâtiments de commerce, avant de passer sur des bâtiments de guerre. Donc, des navires de commerce avant de passer sur des guerres. Donc, vous voyez qu'il faut se méfier des fausses idées. Alors, évidemment, si on rapporte ça aux effectifs de l'armée chinoise, le nombre de gens expérimentés au sein de l'armée chinoise, en particulier de l'armée de terre, est faible. Mais il existe quand même des gens qui ont l'expérience du combat. Faible, mais il existe tout de même. Valérie Nickel, la nation chinoise est inarrêtable, c'est ce qu'a dit Xi Jinping, avec cette armée en fait. Qu'est-ce qu'il veut faire véritablement? Fédérer le peuple autour de lui, protéger son pays, ou est-ce qu'il est belliqueux? Alors déjà, oui, effectivement, flatter la corde nationaliste dont il suppose qu'elle va servir ses propres intérêts et ceux de la survie du Parti communiste, c'est certain. Et d'ailleurs, pour ça, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de guerre, parce que c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant, les progrès accomplis par la Chine depuis le milieu des années 90, quand ils s'y sont vraiment mis sérieusement. Ceci dit, alors oui, effectivement, des pratiques au sein des opérations de maintien de la paix de l'ONU, mais c'est tout ce matériel n'est pas, contrairement au nôtre, war tested. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passerait en cas de vraie guerre? Ça, c'est quand même la grande question. Et il n'est pas du tout certain que l'armée chinoise fasse tout de même avec tous les points d'interrogation, à ce qui reste la première armée dans le monde, c'est-à-dire celle des États-Unis, notamment en termes d'observation, de capacité de réaction, de commandement conjoint, etc., de logistique, réussissent à s'imposer. Alors donc, je pense que cette armée et ce défilé, qui ressemble effectivement beaucoup, comme vous l'avez dit, à celui d'il y a 10 ans, avec des progrès, avec des vrais évidemment. Progrès. Notamment, un point très important, on disait beaucoup que c'était vieillissant à l'époque. Oui, enfin, ce qui est très important, c'est... On parlait déjà à l'époque des missiles tueurs de porte-avions, tueurs de Guam. Donc ça... Mais en revanche, là, ce qui est nouveau et que tout le monde a pris en compte et que les Chinois vont pouvoir produire en série, parce que ça correspond tout à fait à leur fusion entre le civil et le militaire, industrie civile, industrie militaire qui est très présente, ce sont les drones. Et ça, le drone, la Chine va pouvoir en sortir d'une manière très importante, et je pense que c'est un atout très, très fort. Donc que va faire Xi Jinping avec son armée? Je ne pense pas qu'il souhaite envahir Taïwan. Oui, parce que c'est vraiment la question que tout le monde se pose, bien sûr. Est-ce qu'il va envahir Taïwan? Américaine qui disait en 2027 c'est plié. Les risques restent encore très important. Même si on peut... Alors, il peut faire tomber
Taïwan, en persuadant la direction taïwanaise et puis la population que rien ne serve de résister contre la Chine, mais pour le moment, ce n'est pas du tout l'esprit à Taïwan. Donc je ne pense pas du tout qu'il se lance dans une opération militaire. En revanche, il va multiplier les manœuvres, les exercices, en fait tout ce qui peut inquiéter, qui peut créer le buzz dans le monde entier. On dit, regardez, les Chinois, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça sert ses intérêts. Et peut-être qu'une opération militaire à Taïwan n'est pas totalement dans son intérêt non plus. S'il peut effectivement, un scénario à la Hong Kong peut-être, plus essayer de faire pression, non? L'art de la guerre, c'est de ne pas faire la guerre. Donc toute l'idée, c'est de récupérer Taïwan sans avoir à faire la guerre. Et il peut réussir. Technique d'encerclement qui est en train de se mettre en place dans la durée. Tout dépend de la majorité à Taïwan et des intérêts économiques. C'est vrai que certains à Taïwan pensent qu'après tout, avoir des bonnes relations avec la Chine, donc pourquoi ne pas reconnaître qu'on est chinois, ça peut marcher. Pour le moment, ce n'est pas vraiment la ligne principale à Taïwan, mais c'est là-dessus que compte Xi Jinping très certainement. Bon, ils sont divisés, hein, le parti le Kuomintang plus proche de la Chine, il y a un parti un peu plus indépendantiste, entre guillemets, même s'il n'aime pas ce terme, David Bavrez, sur Taïwan. Sur Taïwan, si vous voulez envahir Taïwan, c'est très simple. Vous avez 15 jours de gaz naturel liquéfié. Donc vous avez juste à faire un blocus énergétique. Au bout de 15 jours, vous n'avez plus de TSMC. C'est un acte de guerre, donc ça provoque des réponses aussi. Donc le contre-argument qu'on a toujours eu, c'est si vous faites ça, on vous imposera un blocus économique. Nous, l'Europe et les États-Unis. Et donc ce qui change cette année, c'est le meeting à Genève au mois de mai, où la Chine a dit aux États-Unis, nous découplons totalement de votre économie. Et c'est ce qu'on a vu, vous avez vu il y a 2 jours, cette poignée de main entre Xi et Poutine, qui est pour moi extrêmement importante, parce que ce qui est annoncé, c'est le financement du second gazoduc, Power of Siberia 2, qui fait que, si c'est confirmé, les États-Unis n'auront plus acheté de gaz, la Chine n'aura plus à acheter de gaz des États-Unis. Donc, là où vient un moment historique, c'est qu'on a passé 20 ans depuis 2001 à construire la globalisation en rapprochant Chine et États-Unis, et qu'on n'a pas encore saisi ici en Europe que 2025, c'est l'année du découplage, où la Chine, c'est pas du tout M. Trump, c'est la Chine qui impose aux États-Unis le découplage en disant nous ne dépendons plus de vous, puisque vous voyez typiquement le gaz, je peux aller le chercher aussi, et à l'inverse, vous allez voir Chinois que vous dépendez de moi et pas seulement sur les terres rares. Oui. Donc c'est là où l'année 2025 s'annonce passionnante. Philippe Goulet, vous êtes d'accord? Alors, le découplage, on en parle aussi beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs, depuis même Obama, ensuite Trump 1 et puis Trump 2. Containment, hein, comme on dit en anglais, c'était aussi la stratégie américaine de se détacher et de mettre en place des sanctions. De limiter l'exposition de l'économie américaine dans les chaînes de valeur transnationalisées dont dépendent les États-Unis, et de relocaliser certaines des grandes unités de production de firmes telles que Apple ou d'autres hors de Chine, vers l'Inde et d'autres pays alliés des États-Unis, éventuellement pour Trump, pour les relocaliser aux États-Unis. L'objectif de la Chine, je pense, n'est pas de faire la guerre. L'objectif de la Chine, c'est de ne pas faire la guerre. Et c'est d'interdire aux États-Unis leur possibilité de maintenir leur position dominante dans l'Asie-Pacifique. Et là, ils en ont les moyens. Il ne faut pas sous-estimer la Chine. Il y a 20 ans de cela, un chercheur français de renom m'a dit « Les Chinois, ils ne savent pas inventer, ils ne savent qu'imiter. Nous savons aujourd'hui que c'est une erreur d'appréciation eurocentrique complètement fausse. » C'est une époque révolue. La Chine est devenue la 2e puissance économique du monde. Si on regarde les tendances longues, le PIB chinois a été multiplié par 43 depuis 1980. Le PIB par habitant a été multiplié par 25. Ça, ce sont des mesures quantitatives. Les mesures qualitatives sont encore plus impressionnantes. Dans tous les domaines de haute technologie, la Chine, aujourd'hui, a des industries, des mélanges privés publics qui produisent à un niveau technologique équivalent parfois supérieur à celle de l'Occident. Donc, l'objectif chinois, c'est pas de dominer le monde par la guerre, c'est d'avoir une place dans le monde qui soit au moins équivalente à celle des États-Unis. Amiral, vous êtes d'accord avec ça? Trump, en tout cas, est-ce qu'il veut revitaliser la marine américaine pour reprendre l'avantage? Incontestablement. En tout cas, c'est l'effort qu'il fait aujourd'hui, avec un succès qui reste à démontrer. Mais il est clair qu'il a cette ambition. Alors le problème, c'est que comme la plupart des moyens de production, en particulier dans le domaine aval,
sont maintenant passés en Chine. Je veux dire par là que les grands chantiers navals sont en Chine et les Américains qui avaient été comme nous les dividendes de la paix ont terriblement concentré leur industrie de défense. Résultat, il leur reste un petit nombre de chantiers navals qui, eux, sont au maximum de leur capacité de production et qui, aujourd'hui, peinent à recruter des ouvriers qualifiés, se doter à nouveau de moyens de production pour satisfaire les ambitions de transformation de quantité de bâtiments de guerre à produire. Oui. Un mot sur la technologie, puisqu'on en disait. Donc, puissance militaire, là, on l'a vu, une vraie rivalité entre les deux. La Chine est-elle aussi une menace vraiment sur le plan économique et technologique, David Bavrez, une menace pour les Américains? Sur le plan économique, le critère, quand vous êtes en économie de paix, comme chez nous à Paris, le critère, c'est le PNB. Et savoir si le PNB augmente. Donc le PNB, officiellement, il fait plus 5 en Chine, mais tout le monde sait qu'il est en fait beaucoup plus proche de 0 que de plus 5. Oui, c'est ça. Donc une croissance atone en Chine. Oui, donc la Chine, en économie de paix, perd. Mais en économie de guerre, c'est pas du tout le PNB. Monsieur Zelensky, qu'on vient de voir, il ne se demande pas si son PNB va monter ou pas. Ce qui compte, c'est la dépendance. Et la dépendance en économie, c'est le surplus commercial. Et le surplus commercial de la Chine, il est de 1 000 milliards de dollars. Et si vous regardez que l'industrie, il est proche de 2 000 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi pour nos auditeurs ? C'est que 2 000 milliards de dollars, c'est la croissance mondiale du PNB. C'est-à-dire que la Chine s'arroge aujourd'hui 100% de la croissance mondiale à travers des industries exportatrices de surcapacité industrielle à perte subventionnées par le gouvernement. Et là, je dis, si je suis Xi, je dis, c'est pour ça que vous avez vu en économie de guerre, c'est moi qui gagne. Parce que le monde, y compris les États-Unis, n'a jamais été aussi dépendant de la Chine. Alors, mais quand on parle de la fragilité de l'économie chinoise, justement, avec ces taux de croissance, avec la fragilité de son système bancaire, avec une économie qui reste encore trop exportatrice et pas assez tournée vers l'intérieur, ça... parce qu'on n'a pas compris ici, en Europe et particulièrement à Paris, que quand on est en Chine, là où j'habite, on est en économie de guerre. Et que c'est là où on gagne. Et donc, c'est pour ça que le président Xi peut exiger de sa population des souffrances. Par exemple, c'est la seule fois, je n'ai jamais vu ça de ma vie, qu'une crise immobilière est supporté 100% par la population, alors que d'habitude, c'est le gouvernement et ce sont les banques et les assurances qui payent, comme aux États-Unis en 2008. Là, c'est 100% de la population qui est obligée de couvrir ce coût. Et donc ça veut dire quoi, 100% de la population qui a couvert le coût de la crise immobilière? Je vous donne la parole juste ensuite. Pardon, ça veut dire que votre maison qui valait 100, elle valait 50, et vous avez... Donc quand vous êtes aux États-Unis, l'État intervient, renfloue les banques pour faire remonter l'immobilier. Et vous baissez les taux d'intérêt. En Chine, vous ne pouvez pas baisser les taux d'intérêt parce que les banques ne gagnent de l'argent qu'avec les taux d'intérêt. Et elles sont toutes étatiques. Donc ils se sont retrouvés ruinés, c'est ça que vous dites. Ils sont actuellement ruinés et ils vont passer 10 à 15 ans à rembourser les prêts. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de consommation, de croissance de la consommation domestique en Chine. Ça, vous ne l'aurez pas. En revanche, vous avez... Ça, c'est le revers de la médaille, ça, ce que vous décrivez, quelque part. Quand vous êtes en guerre, la médaille, oui, c'est important. Mais la médaille, elle va aux exportateurs. Donc, et c'est pas seulement... L'erreur qu'on commet, c'est que ce n'est pas seulement la batterie électrique, le véhicule électrique. Vous prenez la santé, les biotech. Est-ce qu'on sait ici qu'en 2024, 30% des nouvelles molécules dans le monde ont été trouvées par la Chine? Est-ce qu'on sait que les Américains ont passé 50 milliards de dollars de deals de licence avec les Chinois en disant « on ne trouve plus ces produits, donc on va aller les acheter chez vous ». Donc c'est là que la Chine gagne. Valérie Niquet. Alors en même temps, c'est là que la Chine gagne, vraiment les premières, on va dire aujourd'hui. Alors les premières en matière, c'est en économie de guerre. Effectivement, c'est une puissance exportatrice massive. Le bémol, c'est que d'abord, ça suscite des réactions de rejet. On le voit en Europe, où on essaye de trouver des moyens pour ne pas devenir le déversoir des produits exportés par la Chine. On le voit aux États-Unis, où il y a eu des volontés de bloquer le marché. La Chine est également dépendante au monde extérieur, à ses capacités d'exportation. Si le monde se ferme, la Chine est bien ennuyée, parce qu'effectivement, sa population n'a absolument pas les moyens, et ça ne va pas en s'améliorant, d'acheter ce surplus de consommation qui fait la croissance, en tout cas l'image de croissance. Donc il y a une interdépendance. Bien sûr qu'il y a une interdépendance. Et par ailleurs, technologiquement, effectivement, la Chine produit énormément de biens de haute technologie. Les brevets sont toujours aux États-Unis pour tout ce qui est microprocesseurs. C'est pour ça que les États-Unis ont pu exercer des pressions sur TSMC à Taïwan, sur des producteurs aux Pays-Bas, au Japon également, de ne plus exporter en Chine les machines, les microprocesseurs de dernière technologie. Alors bien sûr, la Chine... L'innovation,
ça reste les États-Unis quand même. Mais bien sûr, mais ça y est, on y est, on fait la même chose. Il y a beaucoup de doutes. Donc il y a une véritable interdépendance. Mais l'intérêt de Pékin est évidemment de le masquer, en s'affirmant comme une très grande puissance indépassable. D'abord pour attirer les investisseurs étrangers, notamment, il faut que la Chine brille. Si elle ne brille plus, elle n'intéresse plus grand monde. D'autant plus que le marché n'existe pas. De moins en moins, on le voit pour les voitures allemandes, par exemple. C'est fini le mirage du marché chinois indéfini. Donc la Chine a besoin d'investisseurs, a besoin de transferts de technologie. Il faut qu'elle les attire par cette image de puissance qui est vraiment au cœur de la stratégie chinoise d'influence dans le monde. Alors intéressant aussi, Philippe Goulib, de revenir sur les droits de douane, parce que Donald Trump avait tout de suite dit qu'il allait mettre d'énormes droits de douane, surtaxer les produits chinois. Et alors là, tout d'un coup, on se retrouve avec une trêve et une nouvelle trêve derrière. Donc il a prolongé la trêve, le président américain, jusqu'au 10 novembre. Donc on voit bien que ça négocie. Donc finalement, la Chine qui a réagi quasiment immédiatement de manière assez dure, elle a bien fait. Elle se retrouve avec, contrairement à l'Europe, oui. Puis en fait, elle a signé un accord, elle. Mais d'avoir été dure, finalement, ça a permis à cette négociation avec Trump. Mais je ne suis pas du tout sûr que les États-Unis sont dans une position de déterminer. Ils ne sont pas en mesure de déterminer la politique chinoise. L'interdépendance joue de façon asymétrique dans différents domaines. Les États-Unis contrôlent les flux financiers internationaux à travers SWIFT, à travers Visa, à travers Mastercard, à travers toute une série de mécanismes qui sont des mécanismes de coercition potentielle sur le système financier international, les sanctions internationales. La Chine, aujourd'hui, c'est à peu près protégée d'une campagne de sanctions internationales menée par l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont sanctuarisé le système financier chinois. Depuis maintenant 2 ou 3 ans, ils travaillent sur cette sanctuarisation. Leur dépendance n'est pas plus forte que la dépendance des États-Unis. Elle n'est pas plus forte. Elle est inférieure. Elle est inférieure. C'est ce qui s'est décidé à Genève au mois de mai. Et on le voit dans la politique de Trump. Les gens n'ont pas intérêt d'être surtaxés par l'Amérique de toute façon, les Chinois. C'est-à-dire que la politique de Trump n'est pas effective, n'est pas efficace. Celle de Biden, qui était beaucoup plus sophistiquée, c'est de cibler certaines technologies, des exportations de certaines technologies extrêmement sensibles, de limiter les exportations de certains produits européens technologiques de très haute technologie, était beaucoup plus sophistiquée, mais n'a pas marché non plus. Parce que, en fait, le développement technologique chinois est de plus en plus en train de s'endogénéiser et de devenir quelque chose, pas tout à fait autonome, mais d'autonome. Et là, d'où la puissance. Un mot, amiral, justement, sur cette puissance militaire encore, puisque vous êtes avec nous. Est-ce que l'innovation, c'est encore les États-Unis ou c'est la Chine ? L'innovation, c'est encore les États-Unis. L'inconnu, c'est pour combien de temps ? Je parle dans le domaine militaire. Parce que l'effort que font les Chinois est absolument considérable. Et puis, ils ont énormément d'ingénieurs de grande qualité. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, ils ont développé de plus en plus leur capacité de production et leur inventivité. Ils l'ont prouvé. On a cité tout à l'heure le domaine des drones. Ils sont aujourd'hui les premiers producteurs mondiaux, mais ils sont aussi parmi les inventeurs les plus prolifiques en la matière. Donc, si les Américains ont un avantage, c'est incontestablement aujourd'hui plutôt dans le domaine des sciences de la communication, de tout ce qui est du domaine de l'influence. Et les Chinois les rattrapent rapidement. Et ils ont développé énormément de matériel, d'équipement de plus en plus performant. Allez-y, oui, Philippe Goulib. Donald Trump est en train de détruire l'innovation aux États-Unis. Il est en train de le démanteler systématiquement par une politique qui est une politique, que ce soit dans le domaine des biotechnologies, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans d'autres domaines, y compris dans le domaine spatial. Donc les États-Unis sont en train de faire quelque chose qui va remettre en cause la prédominance scientifique et technologique américaine à moyen terme. Ah, donc là, c'est vraiment l'autodestruction, vous dites. Ah, c'est de l'autodestruction. Et puis cette concurrence, David Bavrez, justement, on parle beaucoup de ChatGPT, etc., OpenAI, il y a cette bataille technologique avec DeepSeek. Ça aussi, ça a été un coup pour les États-Unis, un coup dur, je veux dire. C'est-à-dire l'embargo technologique, c'est comme l'embargo sur le pétrole, ça ne marche pas. Donc c'est Nvidia, la grande société américaine, fait 20% de son chiffre d'affaires dans le monde à Singapour. 20%, 20, 30, 40 milliards de dollars. Les Singapouriens gardent 1%, ils revendent 19 partout dans le monde, à commencer par la Chine. Donc c'est pour ça que le président Trump, il y a quelques semaines, a dit mais on va arrêter, on va vendre directement Nvidia à la Chine. Il n'y a pas besoin que les Singapouriens se fassent une marche sur notre dos. Donc en fait, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est la dépendance relative.
La Chine achète aux États-Unis de l'énergie. Maintenant, elle va venir de Russie si ce gazoduc prend forme. Confirmé. Deuxièmement, de la nourriture pour bétail qu'on achète au Brésil. Et troisièmement, de la haute technologie qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent se procurer par des voies détournées. Donc, en fait, la Chine ne dépend plus des États-Unis. Par contre, la Chine est 35% du manufacturing mondial. Et comme c'est une moyenne, elle est totalement trompeuse, parce que quand vous faites une moyenne de 35%, ça veut dire que dans chaque chaîne de valeur, prenez l'automobile, il y a un petit truc dont vous faites 95%. Par exemple, les terres rares. Et les terres rares, c'est $150 dans une voiture, et la Chine peut arrêter une chaîne de valeur de $50 000. Et c'est ça le jeu que veulent jouer les Chinois. Oui, alors cette politique de taxe de Trump, justement, qui voulait empêcher ces terres rares, vous dites que c'est inefficace. Non, mais vous avez noté, dans une négociation, la première question, c'est pour qui trahit le temps. Et vous avez vu que ce sont les Américains qui sont obligés de repousser, parce qu'ils n'ont pas de solution à ce stade. Ils découvrent, de par leur arrogance passée, ils découvrent aujourd'hui qu'ils sont en fait extrêmement dépendants de la Chine, parce que la Chine s'est préparée en 2017. On a oublié, c'est en 2017 que le président Trump a coupé les semi-conducteurs à Huawei, et que les Chinois ont dit on ne peut plus dépendre des États-Unis. Tout à fait. Et donc, ils ont développé... Donc, la Chine a 8 ans d'avance. Parce que les États-Unis, ils y pensent depuis cette année. Ouais. La Chine a commencé en 2017, donc 8 ans d'avance. Oui. Valérie Niquet, oui, allez-y, vous vouliez intervenir. Il ne faut pas oublier non plus la réaction chinoise à la crise financière de 2008, 2009, 2010. Et 2008, les Chinois ont examiné de très près la crise financière internationale dont l'épicentre était les États-Unis, les subprimes, n'est-ce pas? Et ont décidé, à partir de ce moment-là, le Conseil d'État, de commencer à mettre en œuvre les mesures de protection du système chinois de façon beaucoup plus efficace. Un mot sur le soft power, Valérie Niquet. Intéressant de voir que Donald Trump abandonne le soft power des États-Unis en ne finançant plus les agences, USAID, enfin tout ce qui finalement aidait des populations à l'extérieur. Et donc c'est ça aussi l'influence de soft power. La Chine en est où sur le soft power? Alors si on regarde tout ce qui est moyens de communication traditionnels, elle n'est pas très bonne. Et même quand on parlait beaucoup des instituts Confucius, enfin toutes ces choses-là n'inspirent pas grand monde. En revanche, il y a un secteur où la Chine commence à être très présente et où là, alors par exemple, des secteurs comme TikTok, oui, qui est une entreprise liée à une entreprise chinoise et qui a une capacité, alors on ne parle même pas des intrusions éventuelles, mais qui a une capacité d'influence sur la jeunesse. On voit beaucoup d'influenceurs d'ailleurs qui sont sur TikTok pour, en quelques petites vidéos, vanter la Chine d'une manière beaucoup plus efficace que le quotidien du peuple traduit en anglais. Et il y a aussi un nouveau secteur donc, auquel la Chine s'intéresse beaucoup et où elle remporte des victoires alors qu'en théorie, on ne peut pas jouer en Chine à l'international, ce sont les jeux vidéo. Elle devient de plus en plus présente dans les jeux vidéo. Alors, les siens n'ont pas toujours un succès énorme parce que la Chine met des conditions. Il ne faut pas parler de Taïwan. Enfin bon, c'est un peu trop gros sabot propagande. En revanche, elle a des parts. Tencent, qui est la principale industrie de jeux vidéo, a des parts dans les plus grands jeux mondiaux. Et donc là, c'est des centaines de millions de jeunes qui, petit à petit, s'intègrent à un système où la Chine joue un rôle absolument essentiel, avec notamment des équipes chinoises championnes du monde de Valorant, par exemple, et ça parle beaucoup aux jeunes, et donc une sorte d'aura que les Chinois ne peuvent absolument pas obtenir par leur propagande traditionnelle. Et alors, l'autre soft power de la Chine, le seul, selon certains analystes, c'est sa capacité d'investissement, sa capacité économique qui, encore une fois, continue à faire rêver, et il faut qu'elle continue à faire rêver sa capacité technologique, et ça, tout de même, il y a des interrogations, et notamment si les marchés se ferment. On le voit bien en Europe, l'Allemagne est beaucoup moins pro-chinoise depuis que le marché chinois est moins intéressant pour l'automobile allemande et qu'au contraire, les automobiles électriques chinois sont en train de détruire totalement l'industrie en Europe. Ouais. Donc, le soft power, oui, mais sur des secteurs sur lesquels on n'attendait pas forcément les Chinois, et là, ils sont effectivement très bons. Amiral Vichot, vous souhaitiez intervenir? Oui, il y a un domaine également où la Chine a bien réussi son coup, si j'ose dire, c'est le domaine du multilatéralisme. Elle a pris la relève des États-Unis d'Amérique et a fait un effort considérable pour contrôler ce qu'il reste du système multilatéral, ce qu'il reste des enceintes internationales où elle a développé de manière extraordinaire son influence. Alors on s'en était déjà un peu rendu compte avec la crise du Covid et la manière dont elle avait contrôlé l'Organisation mondiale de la santé. Et aujourd'hui, on la voit toujours se présenter comme la personne avide de coopération internationale, comme la personne soucieuse de l'opinion d'autrui, alors que les Américains
ne connaît plus que la raison du plus fort. Oui. Donc, dans le soft power, c'est aussi catégorique. L'exemple typique, c'est le Sud global. Le Sud global, c'est le plus beau cadeau. Ce qu'on a vu d'ailleurs pendant l'OCS, là, tout ce grand raout à Tianjin. Nous pourrions, nous, occidentaux, peut-être expliquer que quand l'Iran est attaqué par Israël, curieusement, la Russie et la Chine ne bougent pas, donc il y a zéro solidarité entre ces autocrates. Enfin, il faut quand même être. Et puis que quand vous regardez les plaintes à l'OMC de l'an dernier contre la Chine, plus de la moitié viennent des pays du Sud global. Donc pourquoi nous sommes-nous aussi mauvais en Occident pour défendre notre position ? Un mot aussi sur la culture pop. Intéressant de voir que Pop Mart, par exemple, ce groupe chinois, est en train de rivaliser, enfin en tout cas avec Disney. Il y a cette figurine qui fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux, la fameuse peluche Laboubou, qui est devenue ultra populaire grâce à ces réseaux sociaux chez les jeunes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le groupe coréen de K-pop, Blackpink, qui a d'abord utilisé cette figurine et qui en a fait vraiment ce qu'elle est devenue. Et aujourd'hui, c'est devenu un produit, une sorte on peut dire, Valérie Niquet, de culture populaire. Enfin voilà, c'est un peu la première fois que ça se passe, ça. Alors, ça correspond aussi à des choses qu'on voit partout, en Corée justement, au Japon, donc ça rentre dans une oui, mais là, c'est chinois. Pour la oui, fois. Je sais, mais c'est une sorte de modèle asiatique aussi d'objets comme ça. Et puis, alors évidemment, la Chine est le cœur de la production de ces milliards de tonnes de plastique absolument inutiles qui polluent la planète. Donc, pour elle, oui, on intègre à la fois l'image et puis aussi la capacité de production de masse et des coûts très bon marché distribués par Temu, et donc tout va très bien. Oui, mais alors justement, il y a l'image, là, tout d'un coup, ça devient cool, le produit chinois, alors qu'avant, c'était plutôt pas nouveau, la camelote, quoi. La Corée est, en matière culturelle, prescriptif pour toute l'Asie. Oui. Ça date de la K-pop. Vous prenez le marché du luxe, la Corée maintenant est un des principaux marchés du luxe dans le monde, une consommation très importante par habitant. Donc ce phénomène, en fait, il ne nous surprend pas. Si vous faites du marketing, si vous vendez des produits, vous savez que vous les lancez d'abord en Corée, et tout simplement parce que les Chinois regardent tous les séries coréennes qui sont autrement plus sympathiques que les séries chinoises. Oui, évidemment, la traduction en termes de pouvoir de tout cela est impossible à identifier parce que... Mais en tout cas, on voit que le pouvoir s'installe un peu avec toutes les... Le concept de soft power est utilisé partout de façon... Il y a une ubiquité du concept, mais le cœur du concept, comme il a été développé par Joseph Nye, est tout à fait différent, n'est-ce pas? Joseph Nye avait défini le soft power comme les moyens intangibles par lesquels les États-Unis allaient pouvoir continuer à dominer le système international au XXIe siècle. Aujourd'hui, on l'utilise pour tout, pour ces petits objets, pour d'autres choses. Le multilatéralisme, c'est autre chose. Là, c'est quelque chose d'absolument fondamental, parce que dans la diplomatie internationale, ça compte. Parce que la question de la gestion de l'ordre international et la question de la survivabilité de l'ONU comme institution représentative du monde est une question qui est ouverte aujourd'hui devant les assauts menés par les États-Unis et Israël, entre autres, contre le droit international, le droit humanitaire international. Et la Chine a beau jeu, comme d'autres, d'ailleurs, mais la Chine en particulier, de dire, voilà, nous, on représente le droit, on représente l'ordre, on représente... Elle a beau jeu, d'autant plus que ce week-end... Là, il y a de l'influence. C'est pas du soft power. Le soft power n'existe pas. Oui. Alors moi, j'ai une vision un peu différente. Je ne crois pas que le monde va être bipolaire. Dans un premier temps, il va être apolaire. Parce que c'est la guerre hors limite, l'amiral certainement connaît ce livre, c'est la Bible de 1999 de 2 généraux chinois qui explique la stratégie à suivre. Ils disent, ce qu'on fait, c'est qu'on détruira l'ordre occidental et au lieu de raisonner en Occident en disant « j'arrive tout de suite avec mon monde alternatif », il y aura une période intermédiaire de chaos total. Ils veulent le chaos. Ils veulent le chaos chinois. Parce qu'ils savent gérer. Pas de chaos. Non, mais dans le monde, naturellement pas en Chine, parce qu'ils savent gérer le chaos. Et c'est seulement une fois qu'ils nous auront affaiblis à travers le chaos, typiquement, vous avez bien, nous Européens, Donald Trump, on ne sait pas comment le gérer, donc c'est le chaos total, on ne sait pas faire. C'est seulement après une période intermédiaire où, par exemple, vous voyez aujourd'hui l'Arabie Saoudite le matin parle à la Chine pour construire Neom. À midi, elle part avec la Russie pour les prix du pétrole. Et le soir, ils appellent les États-Unis pour leur sécurité. Vous, dans quel pôle vous les mettez, l'Arabie Saoudite? Il n'y a plus de pôle. On est dans un monde apolaire. Un mot de conclusion, Valérie Niquet? Oui, et dont la Chine va essayer de bénéficier avec l'aide, effectivement, des États-Unis de Donald Trump qui ont tout fait pour lui faciliter le travail. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui pourrait durer encore. Merci beaucoup Valérie Niquet, David Bavrez, merci Amiral Jean-Louis Vichot, merci Philippe Golub et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, ce débat, et je vous dis à demain. Merci.